envoyé dans une colonie spéciale pour les enfants trop gros. Et alors un jour au déjeuner c'est craqué et je me suis goinfré et ils m'ont foutu à la porte. Salut, c'est l'écran fou, et chose promise dans ma review de Doctor Strange 2, chose due, on va parler de la série Moon Knight sur Disney+, puisque est enfin sorti le dernier épisode. Donc Moon Knight, une grosse attente de la part de la communauté marvelienne, puisqu'apparemment le personnage serait génial de base. Alors moi, je le rappelle, je ne suis pas spécialement un fan du MCU, même si je reconnais quand même apprécier quelques-uns de leurs films et avoir lu quand même quelques-uns aussi de leurs comics. En revanche, je trouvais qu'en série ça fonctionnait plutôt pas trop mal avec ce qu'ils nous ont offert notamment l'année dernière. Il y a quelques propositions intéressantes, mais je déplore le fait de ne pas aller assez loin dans leur tentative. Pour moi ça brode quand même pas mal, ou alors ça n'assume pas jusqu'au bout. Toutefois c'est quand même une manière de développer des intrigues ou des personnages qui n'auraient pas assez d'aura et dont l'intrigue n'a pas assez d'ampleur pour fonctionner à eux seuls dans un film ciné, donc comme ce fut par exemple le cas pour Black Widow. Et c'est vrai que les séries Marvel ont, d'un plot de départ assez sympa, tendance à se perdre en cours de route. Alors faut savoir que je connais absolument pas le comics Moon Knight, j'en ai pas lu la moindre page, donc c'est vraiment avec un œil totalement vierge que je découvre le personnage. Et donc non, je suis pas là pour juger de la fidélité au support d'origine, mais la série en elle-même. Puisque rappelons-le, à mon sens en tout cas, il n'est pas nécessaire de connaître une BD pour juger de la qualité formelle d'une série ou d'un film. Et donc quand j'ai vu le trailer, j'avoue j'ai pas eu le mojo, ça me paraissait pas dingue, si ce n'est une proposition d'un truc un peu sérieux et torturé, qui va forcément pas faciliter la tâche du héros sur le plan notamment psychologique. Et en gros, Moon Knight pour moi, franchement ça a été un petit peu dur cette série. Mais je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Non pas que j'ai trouvé ça nul ou mauvais, ça a été dur parce que j'ai trouvé finalement l'idée de départ de proposer enfin un truc déconnecté de tout le reste plutôt intéressante. C'est presque un cas exceptionnel dans le paysage du MCU, il faut quand même le rappeler. Donc avec cette thématique à la Death Note, bon en même temps, le showrunner c'est Jeremy Slater, donc celui à qui on doit le scénario de Death Note sur Netflix, ce qui n'est pas non plus une bonne nouvelle pour autant. Le tout autour d'un personnage en proie à des personnalités multiples et dans une atmosphère qui s'appuie sur les mythes égyptiens, puisque en fait les dieux de cette mythologie se servent de gens comme Avatar afin de mettre en œuvre leurs desseins. Donc ouais, je me suis dit, il y a de l'idée, why not? Et puis bon, quand t'aimes Oscar Isaac, t'es plutôt content. Et au final, avec Moon Knight, en fait, on a affaire à un produit d'une irrégularité affolante. Et c'est dommage parce que le premier épisode, il s'ouvre sur une succession d'images mystérieuses qui proposent quelques petites prises de vue plutôt originales. Tu te dis que tiens, il y a l'air d'y avoir quand même un soin apporté au truc, notamment dans la mise en scène. Et quand tu découvres en plus le méchant, donc tu découvres très rapidement, qui est notamment interprété par le génialissime Ethan Hawke, donc qui nous livre vraiment une prestation incroyable de pseudo-gourou habité par une vraie maîtrise de soi, c'est vraiment que du bonheur. D'autant que ce méchant, il a de vraies motivations qui sont alimentées par le souhait de rendre le monde meilleur, et jamais il dévie de son objectif, même si ça l'amène justement à des actes qui restent quand même discutables, malgré son intention de bonté. Alors après, je n'entrerai pas dans les détails pour vous laisser la surprise intacte, on en parlera éventuellement un petit peu plus dans la partie spoiler à la fin. Et puis, toujours dans le premier épisode, t'ajoutes à ça pas mal d'inspiration, notamment à des films comme La Nuit au musée ou encore Relique. D'ailleurs, chaque épisode a ses propres inspirations, et ça c'était plutôt cool. Sauf que finalement, c'est noyé par de la faute de goût à tire-larigot, comme une course-poursuite absolument immonde, ou encore des combats qui sont pas très soignés, dès lors que ça doit inclure des CGI. D'ailleurs, en parlant des combats, qui sont pas très intéressants de manière générale, c'est vite expédié. Niveau chorégraphie, c'est quand même très pauvre et pas percutant pour un sou. Et surtout, la série souffre à mon sens d'un manque cruel d'équilibre à tous les niveaux. C'est-à-dire que, de base, ça reste un support super héroïque, mais qu'au final, sur presque 6 heures, on a, en tout et pour tout, 45 minutes d'action, majoritairement concentrée sur le dernier épisode. Donc si on ramène le ratio d'action sur un film de 2 heures, ce serait pas suffisant, et surtout, ce serait mal réparti. Et bon, à la limite, il n'y a pas beaucoup d'action. Ça peut le faire quand même, si tu sais que, par exemple, c'est au profit de la richesse de l'intrigue ou des personnages. Tu essaies d'équilibrer en proposant quelque chose d'autre, mais là encore, c'est pas le cas, franchement. C'est-à-dire que bon, j'ai trouvé la série sympa, de manière globale, mais il y a quand même un brodage énorme sur bien 3 épisodes, donc ça représente quand même la moitié de la série, quoi. Donc c'est pas négligeable. C'est-à-dire que là, on étire sur 6 heures une histoire qui, à mon sens, n'aurait guère besoin de plus de 2 heures. Donc c'est là qu'est tout le dilemme, parce que Moon Knight aurait suffi en film sur la durée, mais hélas n'a pas l'aura nécessaire pour briller au format cinéma. En tout cas, pas dans la forme conventionnelle du canevas MCU tel qu'on le connaît. Donc, peut-être devrait-il envisager d'inclure un nouveau format de film exclusivement consacré à la plateforme Disney+, comme par exemple ils l'ont fait chez Disney sur l'adaptation live de La Belle et le Clochard. Ce serait peut-être une piste plus judicieuse à explorer pour des histoires comme celle de Moon Knight, plutôt que de tabler dans des séries qui, à mon sens, traînent beaucoup trop en longueur. Et donc effectivement, cette espèce de ventre mou au milieu de la série, parce qu'ils savent pas quoi raconter, c'est un véritable problème. Parce que, outre le fait de te demander
des fois, ce qu'on cherche à te vendre, bah t'essaies de t'accrocher à ce que tu peux pour tenir sur la longueur. Donc c'est pas l'action qui, pour le peu qu'on en voit, bah, est pas dingue, comme je l'expliquais, c'est pas l'intrigue, et malheureusement c'est pas non plus les sous-intrigues qui généralement s'appuient sur les personnages secondaires, puisque la série reste très singulière dans le sens où elle va creuser le personnage de Mark Spector et Stephen Grant, donc Moon Knight, joué par Oscar Isaac, mais tous les autres personnages ne trouvent de développement et d'existence qu'à travers leurs interactions uniquement avec lui. Et en plus, c'est pas mirobolant. Mais oui, il y a rarement de scènes, si jamais vous analysez bien l'intégralité du contenu, il y a rarement de scènes qui tournent autour d'un personnage sans que le héros ne soit dans les parages. Tu prends par exemple l'exemple de Layla, donc la femme de Mark Spector, t'as le sentiment que si tu la vois pas pendant un épisode durant lequel il s'est passé quand même pas mal de choses, bah elle, c'est comme si elle s'était tourné les pouces ou que en gros on avait gelé entre guillemets son intrigue, le temps s'est arrêté quoi. Pareil pour Arrow, donc le méchant, si tu ne le vois pas avec le héros, le reste du temps, il est rangé au placard et il attend. Et c'est d'autant plus étonnant que le showrunner, c'est quand même le mec derrière Umbrella Academy, donc une série qui fait jouer beaucoup de personnages, mais malgré tout avec une certaine équité. Alors évidemment, vu qu'on parle des personnages, on peut pas passer outre le principal, donc à savoir Mark Spector, Stephen Grant, Moon Knight. Et donc c'est compliqué parce que l'idée de base autour de lui est très sympa, le concept de personnalité multiple, donc c'est un filon à fort potentiel, et en user pour l'univers des super-héros au point que ça le pousse justement dans la tourmente, c'est un postulat de base particulièrement intéressant. Mais c'est aussi un concept extrêmement casse-gueule, et sur le coup, on se demande ce qu'est venu faire Oscar Isaac là-dedans. C'est-à-dire que quand tu passes de sa prestation en Leto Atreides, dans Dune, ou même à celle de The Card Counter, là, t'as presque l'impression qu'il y a une erreur de casting, quoi. Mais c'est pas son jeu qui pêche, c'est l'écriture de son personnage, ou du moins au début. Après, ça se dissipe un petit peu au fur et à mesure du temps, notamment à partir du 5e épisode. Faut prendre en considération le plot de départ, à savoir que le mec est atteint d'un syndrome d'identité multiple, et qu'il est au courant de ça, que quand ça arrange l'histoire, entre guillemets. En gros, ce personnage a deux identités, donc un mec lancé dans une putain de mission avec une divinité pour sauver le monde, et l'autre, c'est un petit employé sans histoire, un peu dans son monde à lui, sur qui la mission du premier va éclabousser, alors que lui, il est au courant de rien, le pauvre, et donc son double ne lui explique rien non plus, sauf à 20 secondes de se faire buter. Plutôt que de tenter d'ouvrir un dialogue pour essayer de mieux cohabiter, de mieux coexister, et ainsi mieux gérer la place de chacun, donc ça amène finalement à des situations grotesques avec des tentatives de tension qui n'ont absolument pas lieu d'être. Et tout ça c'est d'autant plus frustrant qu'on enchaîne donc les épisodes 2, 3 et 4 avec pas grand chose à grailler parce qu'on t'apporte pas la substance nécessaire, notamment à la bonne tenue du héros, pour ensuite tomber dans un épisode 5 qui lui en revanche est un véritable tour de force. C'est-à-dire qu'il développe énormément la mythologie, déjà, mais surtout il livre littéralement tous les tenants et aboutissants autour du personnage principal, donc émotionnellement c'est un épisode très fort déjà, et puis tu comprends désormais sa nature, quelle que soit l'identité qu'il prend. C'est juste dommage de devoir passer par un parcours du combattant aussi long et laborieux avant. Et donc forcément, la série se termine par un dernier épisode quasi full action, comme on pouvait s'attendre évidemment, faut pas oublier qu'on est chez Marvel, et où tout le budget est passé visiblement, vu qu'on tente de t'en foutre plein les mirettes lors d'un duel divin en mode Gods of Egypt, sauf que les CGI sont absolument horribles, c'est grotesque au possible, tandis que de l'autre côté, on a Moon Knight qui se claque le beignet avec Arrow dans un remake de Daredevil, le film, donc au niveau mise en scène, c'est exactement ça, hein, c'est de la repompe totale, donc c'est pas forcément un gage de qualité, là encore une fois, et alors, la confusion demeure à la fin de l'épisode, parce que justement, t'as l'impression qu'il n'y en a pas de fin. C'est-à-dire que des situations sont un peu résolues en mode ta gueule c'est magique, tu sais pas pourquoi, et générique de fin presque dans la foulée. Et finalement, c'est la scène post-générique qui va faire office de véritable fin, en répondant donc aux trous laissés, notamment le mode ta gueule c'est magique, même si bon, le petit mystère est presque prévisible, et qui ouvre donc sur une potentielle deuxième saison. Mais ce mode opératoire, de donner les réponses à la cohérence de l'ensemble sur une scène post-crédit de 2 minutes, quand la série n'a pas trouvé l'intelligence de l'amener subtilement en plus de 5 heures de programme, c'est pas terrible à mon sens, ça dénote d'un véritable problème d'écriture, et aussi d'inventivité. C'est-à-dire qu'avec Marvel, ça veut dire quoi? Dans 15 ans, à ce rythme-là, faut s'attendre à quoi? À ce que la scène post-générique nous donne l'essentiel sur une durée de 30 minutes, tandis que le film en durera 1 heure seulement? Mais là où il y a un véritable problème dans la série, et ça c'est un peu le souci de Marvel dans son ensemble, comme je le disais dans ma review de Doctor Strange 2, puisque les scénaristes, en général, veulent arpenter des trajectoires un peu plus complexes qu'à l'accoutumée, à savoir la trame de base du super-héros versus le super-méchant, mais que si ça colle pas, de vouloir tenter un petit peu cette complexité, c'est pas grave. C'est en gros, de toute façon le spectateur, il bouffe du Marvel, il est pas exigeant. Donc on peut y aller, il va pas trop tiquer. Effectivement, on est véritablement là-dedans parce que la fin est à la fois une réponse à quelques interrogations et doutes que l'on a pu avoir, mais c'est aussi une source d'invraisemblance monumentale qui fait que ça tient pas debout. Alors pour ça, je vais devoir spoiler, donc si vous voulez garder la surprise, quittez la vidéo ou passez au chapitre suivant. Donc oui,
On découvre à la fin que Mark a finalement une troisième identité, d'où la résolution du duel contre Arrow en mode ta gueule c'est magique comme je l'expliquais tout à l'heure. Sauf que bon, dans l'épisode 5, quand Mark et Steven sont dans le royaume des morts, sur le bateau avec la déesse hippopotame, je sais plus comment elle s'appelle, le héros il est obligé de vider son sac pour faire peser son âme sur la balance, qui se stabilise donc une fois que Mark et Steven ont trouvé justement le parfait équilibre. Sauf qu'en vrai, c'est pas possible, puisque l'âme du personnage n'est pas complète. Donc ça tient pas debout. À partir du moment où il y a une troisième identité, mais qu'elle n'interfère pas justement dans la pesée de l'âme globale du personnage, ça ne peut pas tenir. Tout comme le fait que cette troisième identité, donc quand Mark est sur le point de se faire buter par Arrow dans le tombeau de Alexandre le Grand, ce troisième personnage, en gros, il laisse faire, alors qu'il sait pertinemment que tout ça a forcément un impact sur lui aussi. Donc son existence, ce twist final, c'est finalement un peu quand ça arrange les scénaristes. Bon, je passerai un peu rapidement le fait qu'à la fin, t'as deux divinités de la taille d'une pyramide qui se foutent sur la gueule en provoquant des tempêtes de poussière, tandis que Arrow met à exécution la volonté d'Amit au point que c'est le chaos total dans les rues du Caire, mais t'as quand même des gens qui se font leur petit repas de famille tranquille, comme si de rien n'était et que c'était la plus paisible des soirées. Alors pareil, pour tout ce qui se passe justement dans l'hôpital psychiatrique, c'est quand même hyper bancal là aussi, et j'en passe. Je vais pas non plus creuser parce que plus on va creuser, plus on va trouver des incohérences. Mais effectivement, il y en a quand même pas mal et c'est un petit peu dérangeant. Bref, vous l'aurez compris, Moon Knight, ça reste un petit programme, somme toute honorable, malgré les problèmes inhérents à toute production des studios Marvel, comme notamment les incohérences. Mais voilà, ça reste très inégal et ça peine à trouver, donc comme son héros d'ailleurs, une véritable identité. Néanmoins, la mythologie proposée et les perches qui sont tendues pour d'éventuelles suites donnent quand même envie d'en découvrir plus. Et je pense qu'il y a aussi cette motivation de voir ce que Oscar Isaac est capable de pouvoir livrer justement avec ce personnage complexe dans son ensemble, vu que les doutes que j'avais notamment sur lui au début de cette série se sont quand même pas mal dissipés sur la fin, notamment avec les 2 derniers épisodes. Voilà, j'en ai fini avec cette review. Pour le jeu des répliques, sur la vidéo de Doctor Strange 2, en générique d'intro, il fallait trouver Le Dîner de Con, sorti en 98 et réalisé par Francis Weber. Et en générique d'outro, Rambo 1, réalisé par Ted Kotcheff et sorti en 1983. Abonnez-vous à ma chaîne pour vous tenir informé des nombreuses surprises que je m'apprête à vous livrer très prochainement. Les coms sont toujours ouverts, un like et un partage, c'est toujours plaisant pour mon petit ego, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye. La prime pour la capture de cet homme est de $5000. Un certain Judas a trouvé que $30 c'était tout à fait suffisant. Il n'y avait pas de dollars à cette époque-là. Mais des fils de pute, ça, il y en avait.